Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un sujet un peu spécial. Nous avons dépassé nos 100 abonnés, donc nous allons faire une tier list. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, une tier list, c'est en fait une liste avec laquelle on va pouvoir grader ou classer en fait différents éléments. Ici, les éléments que nous allons utiliser, ça va être des langages. Donc, une sélection de langages que j'ai faite. Si vous ne voyez pas votre langage, je m'en excuse. Donc, c'est surtout par rapport en fait à ce que je connais et l'expérience que j'ai. Mais n'hésitez pas à le partager en bas dans la section des commentaires. Alors, sans plus tarder, commençons à utiliser cette tier list. Alors ici, la tier list est faite avec un certain ordre. Donc quand j'ai uploadé les images, on dirait qu'il les a mis dans l'ordre alphabétique avec Bash en premier et Zig en dernier. Alors donc on va juste suivre cet ordre et aller progressivement avec. Alors tout premièrement, nous avons Bash. C'est l'un des langages qui me tient à cœur parce que voilà, je m'en sers vraiment souvent. Ça me permet vraiment de pouvoir automatiser mon système et avoir un contrôle de flow assez intéressant. Donc pour les personnes qui ont Linux ou Mac OS, donc je pense que vous connaissez, donc soit vous avez Bash installé par défaut, soit vous avez Z-Shell qui peut aussi utiliser donc le scripting de Bash. Donc pour les personnes qui connaissent, je pense qu'elles savent comment c'est. Bon, après ça, c'est vraiment quelque chose de sympa donc pour les pros, parce que ça permet vraiment de pouvoir utiliser les quelques connaissances qu'on a en programmation pour déjà personnaliser son système, automatiser des processus. Et je trouve que c'est un peu plus accessible que Python, notamment parce que c'est vraiment fait pour ça. Mais pour les cons, je dirais que, bon, donc pour les éléments plus négatifs, je dirais que finalement, il n'aide pas beaucoup lorsqu'on essaie d'aller plus loin. Donc, par exemple, lorsqu'on essaie de créer des fonctions, en fait, c'est pas vraiment des fonctions, hein, c'est comme des sortes de procédures. Et même pour ce qui concerne la gestion de modules, il est extrêmement dur et bizarre à utiliser. Donc, vraiment, tant que c'est dans l'aspect scripting, il est très bien, mais sinon, dans l'aspect full programming, il est assez... Ouais, vraiment, faut pas vraiment l'utiliser, parce que même en termes de qualité du code et maintenance, c'est pas top. Mais voilà, avec l'expérience que j'en ai eue, malgré tout, je le placerai dans bien, peut-être fin de liste de bien, donc sachant que de gauche à droite, c'est quand même du meilleur au pire dans la même catégorie. Donc je pense que lui, il irait plutôt vers la droite, donc en attendant peut-être de placer d'autres éléments avec. Donc ça, c'était pour Bash. Alors C#, j'ai déjà entendu parler de C#, donc c'est pour ça que je l'ai posé dedans, parce que j'ai mis aussi d'autres C, alors pourquoi pas C#. Et c'est vrai que c'est plutôt un langage qui est utilisé pour le développement dans l'univers de Microsoft. Donc c'est vrai que je n'aime pas beaucoup les langages qui sont un petit peu trop liés à des plateformes, donc c'est peut-être le malus que je lui donnerais, mais avec la venue du .NET, ça permet quand même de pouvoir développer pour pas mal d'autres systèmes. Donc je trouve que c'est un plus. Mais malgré tout, j'ai pas vraiment d'expérience avec C#. Je sais qu'il permet de pouvoir créer des jeux, parce qu'il a aussi un moteur de jeu qui est à lui. Mais voilà, donc je le placerai plutôt dans la catégorie B, donc moyen. Ouais, je pense que il n'y a pas plus à dire dessus. Oui, nous allons passer alors au C. Alors C, justement, je pense que vous le connaissez, c'est un langage très vieux et très ancien, mais que peut-être pas mal ont utilisé. Hein. Donc c'est un langage que je trouve assez bien, malgré tout, parce qu'il m'a permis d'avoir une assez bonne connaissance dans ce qui concerne les langages bas niveau, mais c'est vrai que pour écrire un programme assez bien robuste en C, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment assez bas niveau. Et voilà, c'est un peu le langage qui est le grand frère des autres langages, le parent des autres langages, et je me dois de placer C en respect. Et donc, je vais le placer ici dans la catégorie A, bien. Oui, après, on peut aussi enchaîner avec le C#. Non, C++, je veux dire, pardon. Donc, le C++,
aussi, c'est une forme un peu améliorée de C, hein, donc s'il y a le plus, c'est un peu pour dire que c'est incrémenté, parce qu'il implémente un peu plus l'aspect orienté objet, donc on peut manipuler les objets avec C++, et donc ça nous donne plus de liberté. Donc C++ fait partie des langages qui sont encore bien développés, hein, parce que je crois que le développement de C s'est arrêté assez récemment, donc il n'y a plus d'autres éléments qui sont ajoutés au langage. C++, lui, continue d'évoluer. Et il est vraiment très optimisé pour les jeux, hein, donc un peu comme C#, mais comme par exemple il n'y a pas de garbage collector, ce qui le rend en fait plus rapide que C#. Donc il est vraiment un des langages le plus proche du C en termes de vitesse et performance. Donc je le placerai plutôt ici. Bien que je dois dire que je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, sauf si peut-être c'est pour du calcul parallèle ou de l'optimisation. Et voilà, ça c'était pour C et C++. Alors maintenant, nous allons voir aussi Clojure. Donc Clojure est assez intéressant en tant que tel parce que c'est l'un des langages qui a hérité donc, de Lisp. Donc il y a une écriture un peu préfixée, je ne sais pas si vous avez déjà vu du Lisp, hein, mais en cherchant sur internet vous trouverez, mais c'est vraiment une écriture préfixée avec des parenthèses. D'ailleurs je pense que si je regarde Lisp, syntaxe, on devrait peut-être trouver des images dessus. Oui, voilà, c'est plutôt quelque chose qui a ce type de forme, donc assez particulier. Mais ce qu'il y a du cool, c'est que ça permet de donner une sorte de régularité en termes du langage, et ça permet aussi de pouvoir développer nous-mêmes en fait des éléments, même une sorte de syntaxe dans un langage en tant que tel. Donc c'est super qu'il y ait un langage qui ait un peu pris de Lisp et qui aille pousser le concept un peu plus loin. Mais pour ma part aussi, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Mais voilà, je le placerai plutôt après le C#, parce que je ne le connais pas du tout. Ensuite, nous avons par la Dart. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, donc je sais qu'il y a des plateformes un peu spéciales, hein, donc pour ce qui concerne iOS, hein, ils ont leur propre langage Swift, et pour Android, ils ont leur propre langage Kotlin. Avant, c'était pas comme ça, hein, donc iOS, ils avaient Objective-C, que j'ai pas mis dans la liste, et il y a aussi Android qui avait Java. Mais donc, c'est plutôt des langages qui ont pris le relais et qui, franchement, sont pas mal. L'avantage avec Dart, c'est qu'en fait, il permet à ce qu'on puisse développer sur les deux plateformes en même temps. Donc, on code une fois et que cela peut être transcompilé pour les deux plateformes. Donc, je trouve que l'idée est vraiment top, intéressante et révolutionnaire. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir être un petit peu plus contexte-free. C'est pour ça que pour ce qui concerne Dart, je le placerai par là. En termes de bonne idée, donc pour moi, ça fait partie du futur. Après, ici, nous avons Helm. Donc, Helm, c'est quelque chose d'un peu particulier, donc c'est un peu plus lié aussi à ce qui concerne JavaScript. Alors, JavaScript, je pense que vous avez remarqué, il y a énormément de frameworks qui ont été développés. Helm, lui, ce n'est pas un framework, il a un peu la même direction que les frameworks, mais reste quand même quelque chose de lié en tant que tel, en tant que langage, parce qu'il a vraiment sa propre syntaxe. Donc on n'écrit pas du JavaScript, ça se transcompile en JavaScript, mais c'est de l'Helm. Donc ça nous permet de pouvoir développer de façon JavaScript, mais avec une approche beaucoup plus fonctionnelle. Et je pense que pour les personnes qui me connaissent, ils savent à quel point j'aime bien les langages de programmation fonctionnels. Donc pour le concept et l'idée, j'aime beaucoup. Après en tant que tel, c'est vrai que je n'utilise pas énormément, donc je le placerai plutôt là. Parce que pour moi, il y a encore d'autres alternatives qui pourraient être super intéressantes. Donc ça, c'était pour Helm. Alors ici, nous avons F#. Je ne sais pas si je me suis trompé dans le logo, mais en fait, c'est une implémentation du C# qui est plutôt fonctionnelle. Et je dois dire encore une fois, fonctionnel, j'aime beaucoup. Je dis pas que le paradigme fonctionnel devrait remplacer l'orienté objet, parce que l'orienté objet a existé depuis pas mal longtemps. Le fonctionnel aussi. L'objet était populaire dans la sphère donc, du développement pendant aussi une très longue période. Aujourd'hui, maintenant, les entreprises commencent à switcher vers le fonctionnel, voyant les avantages qu'il propose. Et voilà, moi je suis plutôt team fonctionnel, donc je le placerai un peu devant
C#. Voilà. Je pense que ici, il a sa place. Alors ici, on ne le voit pas bien, mais c'est Go, donc Golang. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Go, donc ce langage qui a été inventé par Google. Alors, je dois vraiment avouer qu'il est assez puissant, donc, parce que dans sa façon d'être développé, donc dans sa syntaxe et la façon dont on écrit, il est assez intuitif et nous permet en fait de pouvoir gérer aussi le calcul parallèle ou le calcul concurrent de façon assez simple avec les Go-routines. Voilà, ce qui concerne la gestion d'un projet, l'aisance et la maniabilité, il est super bien, donc je le placerai plutôt dans ce cas-ci, même au-delà du C, parce qu'il est là pour vraiment remplacer ça, donc je le placerai dans la catégorie A en tête de liste. Alors, ici, un autre langage que j'ai trouvé extrêmement bien, donc ça c'est vraiment de façon un petit peu subjective que je le place là, parce que voilà, ça fait partie en fait des choses que j'ai pu découvrir et qui m'ont vraiment fait du bien. Donc c'est Haskell. Haskell qui est un langage de programmation purement fonctionnelle et qui m'a fait découvrir en fait le monde de la programmation fonctionnelle et qui a en fait changé ma façon de pouvoir penser, de pouvoir programmer. Donc au début, la programmation fonctionnelle, ça paraît un peu difficile et compliqué, mais une fois qu'on comprend un peu mieux, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Donc du coup, pour le plus qu'il m'a apporté, je le mettrai largement dans le S. Bien évidemment, je ne l'utilise pas vraiment, ou plutôt maintenant, j'utilise plutôt les concepts de programmation fonctionnelle dans d'autres langages, mais je lui dois bien ce respect à ce niveau. Alors là, maintenant, nous sommes dans Java. Donc je pense que là ça va être l'un des premiers langages qui va être downgradé parce que en tant que tel je pense que on va dire il a fait son temps. C'est un langage très populaire, hein, donc il n'y a pas à se tromper, hein. Sun a réussi à faire une super publicité, ce qui a permis à Java de pouvoir être pris et emprunté dans les entreprises. Et si vous cherchez du travail, je vous recommande d'utiliser Java parce qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui demandent du Java. Mais pour ce qui concerne, on va dire, les nouvelles technologies, les nouvelles constructions, Java n'est plus trop à la mode. Bon, déjà, il a une syntaxe un peu verbeuse, donc il fait partie des langages pour lesquels la syntaxe du Hello World est un peu perchée. Donc du coup, ce n'est pas le langage qui est ultra bien. Mais après, je le placerai finalement ici dans le C. Peut-être je le placerai pas vraiment dans le D. Ça dépend. Mais parce que voilà, pour moi, il n'est plus vraiment d'actualité parce qu'il a maintenant 2 remplaçants qui utilisent aussi la JVM. Donc c'est Kotlin et Scala. Donc du coup, je le placerai là, à ce niveau. Peut-être même plus bas, mais voilà, c'est pas pour dire qu'il est mauvais, mais c'est pour dire que, voilà, en tant que tel, moi, je ne le vois plus dans le scope ou dans la portée des langages que j'apprendrai dans l'avenir. Et pour moi, donc, il appartient déjà dans le passé. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être à écrire du Java, mais si je dois écrire du Java, je préférerais plutôt écrire en Scala ou en Kotlin. Voilà, alors un autre élément qui pourrait peut-être énerver une grande population, ça va être JavaScript, parce que JavaScript, à la fois, il est bien et pas mal utilisé en tant que tel, mais je ne le placerai pas dans A ni dans B. Je me méfie souvent des langages populaires, et c'est peut-être l'un des problèmes qui m'amène à pouvoir en fait chercher à découvrir ce qu'il y a tout au fond. Mais voilà, JavaScript en tant que tel, dans sa syntaxe, pas dans la syntaxe, mais dans sa sémantique finalement, ne donne pas des résultats super, donc qui me ferait pas mal fuir, surtout la façon dont il gère pas les types, il soit pas vraiment ultra compilé. Bon, après, il utilise la V8 qui est pas mal comme machine virtuelle, mais voilà. JavaScript va aussi faire partie des langages que je ne regarderai pas vraiment. Donc peut-être ça m'arriverait 1 ou 2 fois d'écrire du script avec du JavaScript, mais il y a d'autres alternatives que je trouve beaucoup plus intéressantes jusqu'ici.
Et donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis, hein, parce que je pense qu'avec les derniers éléments que j'ai mis là, ça peut être dû en faire rager plus d'un. Mais voilà, je laisse entendre ce que vous avez à dire dessus, parce que j'aime bien aussi lorsqu'il y a des échanges là-dessus, ce que vous pensez du langage, son avenir, etc. Alors maintenant, nous allons voir le suivant. Celui-là, il est un petit peu plus caché, hein, et donc c'est le langage Julia. Alors lui aussi, je le placerai ici dans les S. C'est vrai que la toute première fois que je l'avais ici, je l'avais trouvé extrêmement lent, mais finalement, en comprenant un peu mieux le concept, je veux dire, du Just-in-Time Compiler, donc il a pas mal d'avenir pour pouvoir en fait déployer ou travailler avec des grandes quantités de données. Donc je pense qu'il a été vraiment pensé pour qu'il soit un peu plus dans le big data. Donc de base, il avait été pensé pour être, si je ne me trompe pas, un langage de programmation plutôt général, mais maintenant il est de plus en plus utilisé pour ce qui concerne la data science, les données et les statistiques. Donc vraiment, si vous êtes dedans, je vous recommande Julia, il est pas mal. Donc vous pouvez vous essayer dessus, donc faire ce challenge. Je vais essayer de travailler avec Julia et je pense que vous pourrez avoir un très bon retour d'expérience, parce que comparé donc peut-être à Python, bon Python il peut le faire quand même, je crois, avec PyPy si je ne me trompe pas, ou R comme par exemple, ils sont parfois ces deux rivaux en termes de données, il offre finalement le Just-in-Time Compiler qui ne se trouve pas ailleurs et qui permet vraiment d'optimiser pour des tâches lourdes. Bien évidemment, je ne peux pas dire que je le maîtrise, hein, parce que je l'ai utilisé à quelques occasions près, mais je suis sûr qu'il a vraiment de l'avenir et qu'il va nous permettre d'aller vraiment plus loin. Voilà donc pour Julia. Alors ici, nous allons passer à Kotlin. Donc Kotlin aussi fait partie de mes favoris que je place ici. En tout début, je me demandais ce que j'allais pouvoir faire, parce que je ne vous ai pas dit, mais Java, c'était mon premier langage, mais vous voyez que maintenant je l'ai vraiment abandonné et délaissé. Mais voilà, je trouve que Kotlin est vraiment super pour ce qui concerne vraiment l'utilisation de la JVM. Au tout début, je pensais que vu qu'il avait remplacé Java dans le développement mobile avec Android, qu'il était seulement dédié à ce domaine-là, mais non, en fait, on peut vraiment travailler avec Kotlin pour des projets même qu'on peut faire avec du Java. Si je ne me trompe pas, il est aussi comment dit-on, il est aussi capable de pouvoir importer des librairies de Java, donc un peu dans le même cas de Scala. Donc ça veut dire que même dans une équipe, on pourrait très bien avoir une personne qui écrit en Java, une personne qui utilise du Kotlin, une personne qui utilise du Scala, et les trois peuvent transcompiler leur code en bytecode, qui sera finalement la même chose à proprement parler. Et donc voilà, ça veut dire que c'est quelque chose de libre. C'est pour ça que je pense que Kotlin pourrait être vraiment un très bon tremplin pour les utilisateurs de Java qui voudraient peut-être passer à un langage un peu plus moderne, parce que Kotlin, vraiment, je pense qu'il a pris pas mal de leçons des dernières années qui ont fait en fait naître la plupart de ces langages. Donc voilà, Kotlin, c'était aussi un coup de cœur. Je le regardais de loin, donc je ne le connaissais pas bien, mais quand je l'ai utilisé, il m'a assez plu. Alors ici, nous avons Lua. Donc Lua qui est un langage qui est un peu plus dans l'aspect scripting, qui est utilisé notamment dans certains outils que j'avais déjà vus. Donc je pense qu'il y avait des outils comme Ardour. Et je crois qu'il y a aussi un jeu populaire qui est utilisé dedans, mais voilà. Il y a aussi Neovim qui utilise Lua aussi comme langage de scripting. Donc c'est un langage qui semble assez prometteur. Pour ma part, encore, je n'ai pas commencé à l'utiliser, donc notamment j'utilise encore du Vim Script et je ne l'ai pas utilisé dans d'autres contextes. Donc j'ai pas beaucoup plus d'idées là-dessus. Donc notamment, je dirais que par rapport à C#, je l'utiliserai davantage. Donc F# si je suis obligé de travailler avec du .NET, je pense. Voilà donc pour Lua. Et là maintenant nous avons Nim. Nim qui est un langage que je trouve extrêmement intéressant parce que il est assez haut niveau mais assez spécifique, parce qu'en fait on peut l'écrire et on peut le transcompiler dans d'autres langages. Donc ça peut être du JavaScript, du Python je crois, peut-être même du C, un langage compilé je crois. Donc il a la possibilité en fait de pouvoir écrire ce genre de choses. Donc c'est un langage qui semble être un peu plus de haut niveau. Après en termes de valeur ajoutée, je ne saurais pas vous dire
ce qu'il a dans sa syntaxe et dans ses fonctionnements. Mais c'est sûr que en tant que tel, ça peut être assez cool d'avoir un langage qu'on écrit, donc un langage avec lequel on peut écrire un programme et en fait pouvoir le transformer en n'importe quel autre programme. Bon, il y a quand même de plus en plus ce système de transcompilation, donc je pense que Nîmes en fait partie. Donc juste pour la bonne idée, je le placerai à ce niveau. Bonne idée. Voilà. Alors voilà, nous avons aussi Elixir. Donc Elixir qui, j'ai entendu parler du projet, donc il semble assez neuf, nouveau, innovateur, mais je ne l'ai pas vraiment vu grimper. D'ailleurs, je crois qu'il est même plutôt en phase descendante. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un langage qui a fait un flop. Peut-être parce que Go est devenu de plus en plus populaire et donc est pas mal utilisé, mais donc moi-même je ne l'ai pas vraiment utilisé. Faudrait peut-être que je le teste moi-même pour vérifier ce qu'il vaut, etc. Mais voilà, c'est pour ça que je le placerai plutôt dans... C'est pas ce que j'ai fait, mais il doit être là. Dans neutre. Donc à voir. Alors je sais pas si je suis un peu la masse, mais c'est vrai que PHP, je me souviens avoir déjà fait peut-être un ou deux projets avec, mais je ne suis plus non plus vraiment à fond dessus, hein, parce que voilà, il y a d'autres alternatives. Même du côté de JavaScript, ils ont maintenant des moyens de pouvoir développer en back-end. Beaucoup de langages se font en back-end. Il y a maintenant du WebAssembly. Je ne sais pas en fait si PHP transcompile en WebAssembly, mais voilà, nous avons pas mal d'autres alternatives, on pourrait dire, qui sont pas forcément mieux ou meilleures, mais avec peut-être des personnes venant d'un autre domaine pour utiliser. Donc pour moi aussi, je trouve PHP serait plutôt dans une pente neutre, quelque chose dans le genre, mais vu en fait les éléments qui ont dedans, je vais plutôt le mettre de ce côté. Voilà. Donc ça c'était pour PHP. Après nous avons aussi PowerShell, quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, parce que finalement c'était un programme écrit en .NET, donc il peut être utilisé partout ailleurs que sur Windows. Après mon expérience avec, je pense qu'elle ne peut pas être réellement significative, mais c'est vrai que je l'ai trouvé extrêmement verbeux, donc j'ai beaucoup apprécié le système. Finalement la sortie comparée à Bash ou à Z Shell, qu'en fait ce ne soit pas du texte pur, mais que ce soit vraiment des structures. Donc ça j'ai trouvé cool, mais voilà, au niveau de la syntaxe, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Et c'est pour ça que j'ai un autre shell que j'utilise, qui s'appelle NuShell, qui est un shell vraiment intéressant. Donc peut-être que j'en parlerai une fois. Donc voilà, ce qui permet aussi de pouvoir représenter les sorties sous forme de données. Donc comme par exemple si c'est juste un ls pour liste, les directories, il va les afficher sous la forme d'un data frame et on peut exécuter des commandes par la suite qui peuvent être pipées. Donc je pense que peut-être une fois j'en parlerai aussi. Mais voilà, c'est pour ça que à cause de ça, je ne le mettrai pas non plus dans une bonne catégorie. Voilà. Donc pour l'instant ici, j'évite la catégorie D, mais peut-être que j'enverrai ces deux-là juste en dessous. On va voir son humeur à la fin de la vidéo. Voilà. Ah voilà, celui-là je l'attendais, donc ça risque peut-être de faire rager aussi d'autres personnes. Donc de la façon dont je vais voir Python. Donc Python, certainement, la contribution qu'il a apportée est vraiment grande, énorme et phénoménale. Mais en tant que tel, c'est vrai que je commence à prendre du recul, parce que c'est vrai que sa syntaxe, encore une fois, le rend très facile d'emploi, mais rend pas mal dépendant. Et c'est vrai que par la direction que je prends dans le développement, et autant même dans les sciences de données, etc., j'essaie maintenant de me détacher de plus en plus de Python, parce que voilà, il m'a rendu dépendant, il m'a plutôt rendu vraiment accroché, et c'est vrai que j'ai pu rencontrer quelques problèmes avec ça, donc j'utiliserai quand même en tant que scripting, ça c'est sûr, ça risque pas vraiment de partir, donc je peux vraiment faire du prototyping avec. Pour des projets d'une moyenne envergure ça va, mais pour des projets de long terme, c'est vrai que je ne le compte plus dans mon équipe, donc c'est pour ça que je vais mettre plutôt vers la... Je pense après Clojure, après C#, après Lua.
voilà, je le mettrai plutôt ici. Donc dans cette catégorie. Et donc voilà, c'est juste à cause de ça. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas typé, il est dynamique, etc. Donc c'est vraiment plus dans le scripting que je l'utiliserai. Bon, j'utilise déjà Bash pour ça, mais je pense qu'il reste quand même sa place parce que malgré tout ce temps où j'ai travaillé et j'ai essayé de travailler même sans, ben, de temps en temps je travaille aussi avec. Donc il reste quand même un bénéfice. Ah voilà, aussi nous avons R qui fait partie des derniers coups de cœur que j'ai eu durant cette année parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de R, j'avais déjà écrit du code avec du R, mais c'est vrai que je n'arrivais pas à voir tout l'engouement qu'il y avait derrière, donc pour les statistiques et tout. Mais voilà, lorsque j'ai pu découvrir en fait Tidyverse et tout ce qui va avec, ben, je me rends compte en fait la puissance que peut procurer l'utilisation de R. Donc R avec Tidyverse, mais je pense que même base R, c'est pas mal aussi. Et c'est pour ça que là-dessus, ben, je le placerai dans les très bons. Malheureusement, Scala reste quand même parmi les langages que j'apprécie vraiment énormément. Et c'est vrai que vu qu'il y a aussi Julia devant, donc R n'arrive pas à prendre encore le devant dessus. Mais en tant que tel, c'est un plus positif que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Alors dans le cas de Ruby, donc Ruby, ben, en fait, ça fait aussi partie des langages qui font partie d'une pente descendante. Même je crois que le moment où j'avais entendu parler de Ruby, il semblait faire du plat, et le moment où je voulais me lancer dessus, parce que mine de rien, utiliser Ruby et donc le combiner avec un framework Ruby on Rails, ça paye bien, donc il peut y avoir un très bon salaire dessus. Mais voilà, c'est vrai que en tant que tel, je n'ai pas pu expérimenter le langage, mais il fait partie des langages qui meurent, et c'est vrai que je n'arrive pas à trouver de cas d'utilisation où je me retrouve à utiliser ce langage, donc peut-être que je le toucherai plus jamais de ma vie. Bon, si je l'avais déjà touché une fois, donc je le placerai plutôt par là aussi. Donc voilà, ça c'était pour Ruby, ma petite note. Et ouais, voilà, donc ça, je pense que ça fait partie de mes plus gros coups de cœur. Et voilà, l'un de mes préférés, c'est donc Rust que je mets tout en haut en première place. Donc voilà, Rust est un langage donc plutôt compilé, plutôt nouveau. Donc j'ai été surpris qu'il n'implémente pas directement la programmation orientée objet, mais il y a quand même des éléments qui me permettent de travailler avec, et il est aussi très bien pour la programmation fonctionnelle. Et je suis surpris que pour un langage de bas niveau, hein, donc on peut placer au même niveau que C ou C++, il soit quand même capable d'avoir ces concepts de haut niveau donc dans la programmation fonctionnelle, et donc c'est ce qui me rend super intéressant. Donc c'est vraiment ultra rafraîchissant, et surtout ben, son système de type qui est d'un autre niveau, hein, donc bon, en fait, je préfère les éloges dessus pendant vraiment un long moment. Peut-être même, je pourrais réserver une vidéo dessus. Hein. Donc, on va dire c'est le deuxième R de mon cœur, ou le premier, en tant que tel, je mets de ce côté-là. Mais voilà. Beaucoup d'avenir pour Rust et moi, et je le vois en train d'être écrit donc, par moi dans pas mal de projets. Donc voilà. Rust, c'est un coup de cœur, et je vais rester dessus pendant une certaine période, si ce n'est pour toujours. Donc vous en êtes rendu compte, mes avis peuvent être assez subjectifs, hein, mais voilà, donc il fallait vraiment que je parle de Rust. Donc nous allons voir aussi ce qui concerne Scala. Alors, Scala aussi, c'est une bonne surprise, j'ai trouvé, donc c'est un peu une forme d'implémentation fonctionnelle de Java que j'ai trouvé assez intéressante. Et donc pour cette raison, je le placerai plutôt là, juste avant Go. Donc j'avais déjà eu à travailler avec. Bon, je l'ai trouvé un petit peu complexe au tout début. Peut-être qu'il a une certaine verbosité qui est assez similaire à celle de Java. Mais en tant que tel, j'ai trouvé vraiment une idée assez rafraîchissante. Il est capable de pouvoir être scalable, hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Scala. Donc pour des projets de grande envergure. Donc vraiment quelque chose à regarder de très près. Alors nous avons maintenant Swift, qui lui en fait fait aussi partie des langages que j'arriverai pas vraiment à
bien apprécié parce qu'il est assez lié à la plateforme donc, de iOS. Donc dans le même cas que C#, ou il y avait je crois aussi un autre qui était un peu dépendant de la plateforme, mais voilà. Donc je ne suis pas vraiment accroché dessus. Mais en tout cas, j'ai pu regarder finalement son implémentation, sa syntaxe, sa façon d'être définie et tout, et je le trouve ultra bien, ultra moderne et ultra cool. Donc j'ai déjà eu hâte de travailler avec, mais voilà, je le placerai plutôt à ce niveau-là. En fin de liste B, je ne le placerai pas donc dans la liste C, mais voilà, c'est mon avis dessus. Alors, TypeScript, je l'ai beaucoup apprécié, hein. Franchement, c'est un super set de JavaScript qui ajoute finalement la notion de type et qui rend finalement le projet beaucoup plus maintenable. Donc, je trouve c'était un super mouvement de pouvoir ajouter des types dans JavaScript. Et ce que je trouve peut-être de pas mal, c'est que finalement, ils ont adopté vraiment TypeScript en tant que langage. Parce que c'est que, comme par exemple Python, donc Python, donc, étant donné que comme JavaScript c'est une très grande communauté, ben, ils ont réussi à développer pas mal de choses. Donc comme je vous ai dit, Julia, le Just-in-Time Compiler Python, un Just-in-Time Compiler sur SciPy. Je crois qu'il y a aussi CPython pour essayer de développer de façon un peu plus puissante, mais c'est vrai que ces autres implémentations n'ont pas été réellement populaires et n'ont pas été présentées finalement comme langage vraiment à part entière. Et je pense que c'était vraiment un super coup donc, pour TypeScript de présenter vraiment JavaScript avec des types. Bon, c'est pas uniquement ça, hein, mais voilà, donc ajouter cette notion de type a été vraiment une bonne décision en tant que telle. Donc c'est pour ça que pour le TypeScript, je le placerai ici dans ce niveau-là, parmi les good. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici? Je le placerai plutôt par là. Donc voilà, si dans un futur j'ai à développer avec du JavaScript, je pense que je me tournerai plus vers du TypeScript. Et pour clôturer aussi cette liste, nous avons un petit nouveau qui semble assez intéressant et assez prometteur, qui s'appelle Zig. Donc lui, dans la philosophie dans laquelle on l'a créé, ben, en fait, c'est aussi un langage de bas niveau, hein, donc, comme C ou Rust. Donc sa syntaxe est assez intéressante, assez neuve. Mais ce qu'il apporte de plus, c'est que par rapport à des langages justement C++, Rust et C, donc, eux, même s'ils sont considérés comme assez bas niveau, ben, ils offrent quand même une sorte d'abstraction qu'on ne voit pas vraiment. Donc par exemple, avant que le langage ne débute ou ne soit compilé, ben, en fait, il y a pas mal d'instructions qui sont avec Zig. On a vraiment le minimum qui se fait. Donc tout ce qu'on est en train d'écrire, c'est ce qui va s'exécuter. Et c'est ce qui le rend assez... ce qui peut vraiment nous mettre assez en confiance donc, dans la façon de pouvoir travailler et développer. Donc je pense que ça peut faire partie des langages qui pourraient être utilisés comme langage d'entrée, on va dire, et pour remplacer C. Donc, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà eu C en tant que premier langage. Donc je pense que Zig aurait quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que notamment, ce qui concerne les librairies standards, ben, en fait, elle n'est pas incluse par défaut dans Zig, alors que dans pas mal de langages, en fait, la librairie standard est mise dedans. Mais parfois, on ne l'utilise pas, mais ça fait partie du truc. Donc Zig permet vraiment de pouvoir développer de façon minimum. Donc, c'est une couche d'abstraction qui est encore en dessous du C, donc un peu plus bas niveau que le C. Donc, entre le C et l'assembler. Donc, en termes d'idées, je le trouve vraiment bien et vraiment intéressant, donc je le placerai plutôt par là. Voilà, je pense qu'il y a ça. Et alors donc, je regarde ici pour juste vérifier et contrôler, mais je pense que je vais en mettre Java et PowerShell à ce niveau-là. Donc voilà à quoi ressemble ma tier list, hein. Donc je pense que vous avez à peu près vu ce qu'il faut. Donc si je revois bien, parmi les langages testés, c'est plutôt JavaScript et PowerShell. Non, Java, je veux dire, et PowerShell. Les moins bien appréciés, bien évidemment, c'est JavaScript, plus deux langages qui sont en train de descendre, on va dire. Bon, encore à confirmer pour PHP, mais voilà, donc c'est plutôt ça. Au milieu, c'est plutôt des langages dont j'ai entendu parler, que je n'ai pas trop utilisé.
sauf peut-être dans le cadre de Python, justement. C'est vrai que Helm a été une bonne idée, mais finalement, du moment qu'on trouve pas mal d'éléments, oui, on pourrait dire, je pense que c'est surtout les éléments qui sont dans le cadre remplaçable, ou c'est-à-dire j'ai peut-être déjà trouvé mieux ailleurs. Bon, mieux entre des guillemets, c'est-à-dire j'ai pu trouver quelque chose d'autre qui les rend moins nécessaires. Ici, c'est surtout, ben voilà, des langages, je pense, qui m'ont pas mal touché par leur concept et par leur façon d'être. Bon, il y a aussi Bash, que j'ai apprécié, mais donc j'ai quand même déprécié à ce niveau-là, parce que, voilà, il me permet pas vraiment de faire du développement vraiment sérieux. Donc j'hésite aussi à le placer ici, mais je pense que je vais le laisser là. Et donc voilà, les autres, c'est vraiment des langages qui ont quand même apporté des bonnes idées, hein, comme Nim, Zig, TypeScript, Scala, Go, etc. Et bien évidemment, tout en haut, ben, je pense que ça fait partie du set de langages que j'utilise ou que je voudrais utiliser. Donc Rust que j'utilise actuellement, Julia que j'ai déjà commencé à utiliser, Kotlin aussi, Haskell que j'ai utilisé mais qui a vraiment été un vrai professeur. Et nous avons aussi R qui fait partie du lot maintenant de ma Dream Team. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo donc, sur ce qui concerne les... Comment dit-on? Les tier lists, oui, on peut dire les tier lists. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup apprécié ce que vous avez vu. Et n'hésitez pas vraiment à pouvoir donner vos commentaires dans la section commentaires juste en dessous. Et nous vous rappelons que nous avons aussi un Discord, hein, que nous vous invitons à pouvoir rejoindre. Hein, donc si vous voulez vraiment partager, discuter, ce qui concerne votre passion, peut-être si vous avez aussi des projets, etc. Donc nous sommes aussi ouverts pour pouvoir en fait avoir des camarades de voyage, des compagnons de voyage avec lesquels finalement parler, interagir et tout. Parce que souvent l'échange, ça peut vraiment être fructueux. À bientôt!